Ce dimanche, Alassane Samba Diop reçoit le docteur Chérif Salif Sy, économiste et président de l'Association sénégalaise des économistes. Au menu, quelle lecture politique de l'affaire Ousmane Sonko? Le gouvernement annonce une industrialisation plus accrue du pays. Quels sont les leviers préalables? Ce dimanche sur iRadio, Alassane Samba Diop et son invité vous apportent des éléments de réponse sur ces problématiques. L'air du temps, ce dimanche à 10h sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. iRadio, ici et ailleurs. Dimanche 21 février 2021, bienvenue à votre émission L'air du temps, que soit donc aujourd'hui Chérif Salif Sy, docteur, qui est politiste et économiste, et aussi Omar El Foutiou Ba, qui est économiste, planificateur, spécial de la bonne gouvernance. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entendu toute la semaine l'affaire Ousmane Sonko tient le haut du pavé au Sénégal, qui en haleine l'opinion. Plusieurs analyses ont été faites de divergences par rapport à l'approche de la question. Nous intéressons aujourd'hui des lectures au pluriel, politiques de cette affaire. Chérif Salif Sy, vous êtes en Zoom avec nous depuis chez vous. Dites-nous, quelle est la première lecture politique que vous faites de l'affaire Ousmane Sonko? Bonjour Alassane, merci beaucoup. Disons que je n'ai pas suivi tout au début et à la fin, j'ai fait une récapitulation et ma première impression, c'est que une affaire civile a été transformée en une affaire politique, à tort ou à raison. Et je peux l'expliquer, hein? Je peux comprendre que les choses se soient passées comme ça. Tout simplement parce que probablement M. Ousmane Sonko a tenu compte de ce qu'il se dit un peu partout dans notre pays depuis bien longtemps. C'est-à-dire que le pouvoir en place profite des affaires judiciaires souvent pour liquider ses adversaires. À ce moment-là, lorsqu'il y a eu cette accusation, tenant compte de cela, des affaires de Khalifa Sall, de Karim Wade, etc., il a eu le réflexe tout à fait naturel de dire « moi, on ne m'enlèvera pas comme ça ». Il a ameuté donc l'opinion et ses troupes, c'est une réaction que l'on peut parfaitement comprendre. Je crois que c'est ainsi que cette affaire, disons, civile, en cours de règlement, en tout cas, en cours de résolution, s'est transformée en une affaire politique. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment ma première impression face à cette affaire. Merci beaucoup. Omar El Foutiou, quelle analyse avez-vous de cette affaire? Est-ce une affaire politique, cette affaire qui a été politisée, comme l'a dit Chérif Salif Sy? Beaucoup comparent l'affaire Ousmane Sonko à celle de Karim Wade et de Khalifa Babacar Sall. Est-ce que ce sont des affaires de même nature? Je vous remercie, Alassane. Je remercie également les auditeurs de iRadio et les téléspectateurs de ITV. J'ai raté la première partie donc de la prise de parole de cet éminent économiste avec lequel je suis. Il disait que c'est une affaire civile qui a été transformée en affaire politique. Et c'est de bonne guerre, selon lui. Tout à fait. Et au final, lorsqu'on reprend les choses et qu'on les remet donc dans le bon bout, on se rend compte effectivement que de fil en aiguille, on s'est éloigné au fond de la première perception qu'on pouvait avoir de l'affaire. Et personnellement, je pense que prendre les choses de façon simple nous permettrait d'y voir clair. Il faudrait déjà voir quel est, au fond, l'objet donc de la plainte qu'il a initiée. Et au final, il y a tout un environnement peut-être qui a joué et qui n'a pas permis d'avoir cette sérénité nécessaire avec laquelle on aurait dû la prendre. Et de fil en aiguille également, tout le monde est embarqué donc dans cette situation et on oublie ce qui à l'origine était l'objet du débat. Donc, pour être clair, c'est une affaire, en tout cas dans ma perception, c'est une affaire privée, maintenant qui a des relents politiques, puisque elle met en jeu un acteur politique, elle met en jeu également le personnage de Ousmane Sonko, qui est un acteur incontournable de l'arène politique, qui s'est positionné troisième à l'élection présidentielle, qui a également une bonne frange donc des populations, mais de la jeunesse également avec lui, de sorte que toute cette sérénité
qu'on devait normalement noter ou bien enregistrer dans le cadre de cette affaire-là ne l'a pas été et on a eu ces débordements malheureux qui aujourd'hui appellent un certain recadrement quand même. Chérif Salifsi, est-ce qu'avec le recul, en toute sérénité, on peut comparer l'affaire Ousmane Sonko aux affaires Karim Wade et Khalifa Babacar Sall? Je ne crois pas. C'est pas les mêmes affaires à mon avis. Khalifa Sall, c'est le prétexte. C'est-à-dire on dira que ce sont les mêmes et ne le diront que ceux qui croient que le problème est un problème politique, c'est-à-dire essayer de piéger un adversaire politique. Mais en réalité, les points de départ ne sont pas les mêmes. Ici, il y a une accusation de viol, et là-bas, il y avait une histoire de détournement de deniers publics. De ce point de vue, c'est des affaires radicalement différentes. C'est mon avis. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le regret, c'est simplement que je comprends. Moi, le réflexe naturel, c'est de dire, moi, on ne m'enlèvera pas comme ça. Moi, on ne me traitera pas comme les autres. Alors, j'amoute les troupes, tout le monde bouge comme ça. C'est un bouclier qu'il a cherché immédiatement à créer. Mais c'est pas la même chose. L'accusation ici est, disons, c'est des crimes, des délits, mais l'accusation ici quand même porte sur une affaire de viol. Et je crois que c'est extrêmement sérieux. Autant il importe de clarifier le plus rapidement possible la situation, et autant il importe que M. Ousmane Sonko se donne tous les moyens pour laver son honneur si jamais et il continue à penser qu'il n'est pas coupable. Donc les affaires n'ont pas le même point de départ, il n'y a pas de similitude. Mais l'opinion retient que c'est une démarche politicienne visant à trouver un prétexte, quel qu'il soit, pour liquider des adversaires politiques. Oui. Mais dans la situation aujourd'hui, Omar Fotiouba, quelle est l'attitude qu'on doit avoir de deux côtés, compte tenu de la situation, de la tension que fait naître cette affaire? Aujourd'hui, Ousmane Sonko a reçu une convocation de la gendarmerie. Selon la presse, Ousmane Sonko aurait dit qu'il ne prend pas la convocation. Lundi, il doit normalement déférer devant les parlementaires par rapport à la commission ad hoc pour donner son point de vue, se défendre. Et il semble, du moment où les choses se déroulent, qu'il n'ira pas là-bas. Quelles peuvent être les conséquences de cette crispation? Je pense que l'attitude normale, et je le dis avec tout le détachement possible, en essayant d'objectiver au maximum donc ce que je dis, l'attitude normale donc pour un homme qui est accusé de tel fait ou de n'importe quel fait délictuel serait d'aller s'expliquer vite. Parce que tout le temps que l'on laisse en fait s'écouler, toute cette atmosphère délétère qui s'installe ne joue pas en faveur donc de celui qui est indexé. Et donc la première réaction, c'est d'aller laver son honneur. C'est vrai, maintenant, le personnage, il est spécial. Donc ce n'est pas un homme ordinaire. L'environnement également n'est pas ordinaire. Mais si on considère les choses telles qu'elles sont, et si on voit également donc tout ce qui se passe autour de nous, ça doit nous interpeller sur beaucoup d'autres aspects également. Aujourd'hui, on est pratiquement, en tout cas, si on se rapporte aux faits qui se sont passés postérieurement à la plainte, on nous a installés dans une situation pratiquement de guerre. Donc, et si si j'en reviens en fait ou bien si je reste à ce niveau-là, je pense que quand vous êtes sur le terrain déjà, et là je vais prendre donc ce que je dis dans une perspective plus longue et plus large également, plus holistique, justement, donc diachronique mais aussi synchronique. Donc quand vous êtes sur le terrain, vous êtes un fantassin, vous êtes donc de l'artillerie, donc vous êtes sur le champ de bataille, vous ne devez pas vous couper donc de votre aviation, donc qui va vous donner des éclairages. Vous ne devez pas non plus vous couper donc de votre chaîne d'approvisionnement. Vous ne devez pas vous couper donc de ceux qui donc vous aident, donc de ceux qui sont avec vous sur le terrain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, lorsqu'on prend les états-majors politiques, on sent une absence de conseil qui explique certaines réactions. Donc ça veut dire que déjà, vous n'avez pas une vision ouverte. Vous êtes avec des gens qui vous ressemblent. Vous pensez de la même façon.
vous êtes de la même génération. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Je le dis, chaque parole peut être adressée à n'importe quel camp. Donc quand je dis vous êtes de la même génération, peut-être que d'aucuns verront certains. Quand je dis vous êtes avec des gens qui vous ressemblent, ça s'adresse à tout le monde. En fait, c'est l'absence de la formation dans les partis politiques. L'école de parti n'existe plus. Exactement. Le leader est là, il est incontournable, il dit ce qu'il veut. Les conseillers appuient plutôt les avis du leader que de contredire. On n'a pas en fait un appareil démocratique. Je pense que le docteur Hadiba le disait la dernière fois. Il est important que pour chaque instance de ce pays, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans les partis, qu'on soit dans les associations, que la démocratie puisse réellement s'exercer. Une démocratie qui s'exerce, ça veut dire que j'ai le même poids dans un débat que n'importe quel autre nouvel adhérent, que celui qui est compétent, peut-être lui, ce qu'on peut simplement lui donner, c'est que dans la matière où il est compétent. Mais il n'empêche, dans le débat, tout le monde devrait pouvoir parler. Et maintenant, après, il y a un processus de sédimentation naturelle qui fait que les meilleurs en tout vont, après, à un moment donné, se prononcer, parce qu'on leur reconnaît cette légitimité. Maintenant, vous êtes dans une situation de casus belli, aujourd'hui, entre deux forces, par exemple. Parce qu'on a politisé un débat qui n'en est pas un. Vous avez une stratégie qui est peut-être d'amener tout le monde dans le même combat. Vous êtes dans une stature en tout cas pratiquant de la terre brûlée. Mais en Afrique, et je m'en remets toujours à des discussions que j'ai eues avec certains, pour ne pas insister sur une personne en particulier, en Afrique, lorsque vous êtes dans la stratégie de la terre brûlée, mais il y a beaucoup de gens qui viennent vous accompagner dans ce que vous faites. Des gens qui ont d'autres intérêts. Quelquefois, des gens qui veulent que vous ne soyez plus là, parce que quand vous n'êtes plus là, ça va leur ouvrir le chemin. C'est une tactique de vous éliminer vous-même. Exactement. Vous accompagner dans la terre brûlée pour causer plus de tort. Exactement. Quand vous êtes également... Vous n'avez pas que des amis, André. Vous n'avez pas que des amis. Donc, parmi ceux que vous accompagnent, mon Dieu, préserve-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mais même vos adversaires, donc, sinon on est dans le champ guerrier, vos ennemis. Mais eux-mêmes, ils peuvent vous rejoindre. Si on est logique, si on est pragmatique, vous dites qu'il y a la malgouvernance, les pouvoirs sont là, ils sont en train de faire ceci, cela, ils se sucrent sur les marchés publics. Mais vous allez brûler. Comme le disait le docteur Ba, ils vont brûler avec vous et ensuite ils vont reconstruire. Vous dénoncez les marchés, non? Ils vont encore avoir légitimement des marchés. Donc ça veut dire que vous devez asseoir tout ce que vous faites sur la réflexion. Et cette réflexion, elle est donc de longue haleine. Donc cette conquête du pouvoir, elle est de longue haleine et elle va avec la formation effectivement des militants, elle va également avec la bonne appréciation de la situation que vous donne le conseil, un conseil autonome, un conseil indépendant. Elle va également avec quelquefois même le fait que vous mettiez en avant des décisions collectives plutôt que votre préscience, la préscience que vous êtes censé avoir par rapport à vos compagnons, par rapport au peuple, parce que vous n'êtes pas un démiurge. Donc je pense que c'est également des aspects sur lesquels on gagnerait à revenir. Et vous avez parlé de quelque chose de très important, la formation au niveau des partis politiques avant. C'est ce qu'on remarquait. C'est-à-dire que le militant, il est discipliné, donc il ne se livre pas à certaines choses. Et n'oublions pas également que les partis politiques sont un microcosme de la société sénégalaise. Nous avons des gens très déterminés qui sont à la limite de la témérité, des gens qui également n'ont pas le même degré d'information que ceux qui sont situés à un certain niveau, d'autres qui mettent en avant la masse, donc parce que eux, c'est ça leur stratégie. Et dans tout ça, lorsque vous êtes un leader, ou bien lorsque vous êtes de cette classe dirigeante, vous devrez pouvoir normalement, dans ce référentiel de politique sociale, où vous êtes obligé d'être dans le compromis, parce que lorsque vous êtes dans des oppositions en Afrique également, donc vous allez voir quels sont les meilleurs compromis à mettre en place pour pouvoir toujours dialoguer avec le pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas l'ennemi. La classe politique, elle doit faire attention à ne pas être diabolisée par ceux qui sont en dehors de la classe politique. Donc ça veut dire qu'eux, ils doivent avoir des compromis dynamiques sur certains sujets, être d'accord. Ça, par exemple, c'est des aspects sur lesquels il y a des déterminants qu'on met en place, on ne va pas y toucher, on ne va pas en parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez des menaces de mort, vous avez des paroles qui surfent sur l'ethnicisme, vous avez autre chose et autre chose et autre chose.
Donc ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels également, lorsque vous les remiez, vous êtes sur des poudrières dont vous ne savez pas quand elles vont donc exploser. Parce que va exploser, jusqu'où ça peut aller. Donc l'intelligence est importante, l'intelligence politique. Et stratégique. Quand on le dit également, il ne s'agit pas non plus, quand on dit une chose, immédiatement qu'on vous le retourne. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous, vous croyez que nous ne sommes pas intelligents. Non, non, il faut écouter. Il faut écouter. Vous êtes dans le combat politique, vous avez perdu, ne dites pas on nous a volé immédiatement. Donc regardez, même si on vous a volé, falsifiez donc les déterminants de ce vol. Voyez sur quel ressort vous devez vous appuyer. Vous avez par exemple, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est la vérité. Vous avez les enseignants avec vous par exemple. Mais construisez l'esprit donc au niveau local, de sorte que dans 5 ans, les gens ils verront ces enseignants-là comme étant des agents de changement. Vous avez les fonctionnaires parce que peut-être vous avez été à un moment donné aux prises avec eux. Donc, agissez sur cet aspect-là, de sorte que ces sympathies latentes qui sont là, elles puissent être exprimées. Soyez dans la pondération, parce que la pondération, je pense que c'est elle également qui amène donc à un bon exercice de la chose publique. Et cette pondération-là, vous ne l'avez pas, mais beaucoup de gens vous lâcheront, parce que la maturité va avec la pondération également. Absolument. Chérif Salifi, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de la déliquescence de la politique dans notre pays, la façon de la faire? Parce que si on regarde aujourd'hui à travers le monde, on voit la montée du populisme, on a vu l'homme de muse, comme par exemple ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, qui était là, qui dirige le parti républicain comme il veut. Est-ce qu'on peut prendre cette image, la coller aujourd'hui dans la façon dont la politique est faite dans ce pays? La montée du populisme dans le monde est un phénomène qu'on ne peut sous-estimer. Mais il faut dire que la source des problèmes, c'est fondamentalement, quelle que soit la partie du monde considérée, le problème est fondamentalement que depuis plus de 20 ans, il n'existe pas de gouvernement qui s'est donné suffisamment de moyens pour apporter les réponses souhaitées par sa population, que l'on soit aux États-Unis, que l'on soit en France ou que l'on soit ici. C'est ça le problème. Il y a un échec des gouvernements à régler des problèmes soulevés par leur propre population. Mais ici, chez nous, et c'est pour cela, après avoir dit bonjour à mon frère, Cheikh Oumar Foutiyou, même si c'est avec un léger retard, ici, personnellement, je crois qu'il nous faut avoir accepté des circonstances atténuantes à la jeunesse. Je ne dis pas seulement aux militants, à la jeunesse, pris dans son ensemble, et aux militants. Nous subissons une contrainte extérieure avec des humiliations insoutenables. Mon pays ne peut pas, sur la longue durée, fonctionner sur la base de la détermination par l'extérieur de tout ce qui le concerne. L'ajustement structurel et le consensus de Washington mis en place dans notre pays avait également pour objectif de dépolitiser la société. Cette dépolitisation a entraîné une rupture dans l'installation, l'enracinement de la conscience historique au niveau de la jeunesse. Elle a rejailli également sur l'État qui a été décrédibilisé, déresponsabilisé et parfois détruit. En même temps, les intellectuels qui ont une grande part de responsabilité dans ce qui leur arrive, en manipulant les constitutions, en les écrivant, en reformulant le contraire de ce qu'ils avaient écrit, se sont totalement décrédibilisés. C'est dans cet ensemble que nous sommes. Alors, quand il n'y a plus de conscience historique, quand il n'y a plus d'éducation politique, sérieusement, la société a tendance à réagir par l'émotion. Et c'est ça, c'est dans ce contexte que nous vivons. Donc, il faut une reprise en main par nous tous, pour rééduquer notre population, rééduquer les jeunes militants. Je l'ai dit, arrêtons la politique politicienne et reconvoquons le politique. Le politique fondé sur l'éthique de la citoyenneté pour construire et bâtir notre pays. La voie que nous suivons est une voie sans salut. L'autre chose, c'est qu'il y a des principes démocratiques. Il faut que ceux qui gouvernent, je n'accuse aucun gouvernement, prennent l'habitude, que ce soit hors de notre pays ou dans notre pays,
à mettre en avant des hommes, des ministres, des directeurs de société qui soient respectueux de la population qui les met en place. Absolument. Je crois qu'il faut savoir, lorsqu'on veut construire, qu'on ne peut construire qu'à partir d'une plateforme de consensus social, il faut savoir stabiliser les contradictions. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les contradictions, il faut les stabiliser pour vivre ensemble, revoir nos règles. Je pense que la plupart de nos règles sont des règles extrêmement solides, mais l'animation de la société par les élus, par les universitaires, par les autres parties de notre société est défaillante. Nous animons mal notre environnement. Nous parlons toujours de citoyens, ceci est citoyen, cela est citoyen. Et dans tout cela, on oublie la dimension civique de la citoyenneté. Il faut se ressaisir parce qu'il est temps de se ressaisir. Pour l'autre partie de votre question, je pense que M. Ousmane Sonko a intérêt, c'est dans son intérêt aujourd'hui de répondre à la justice si la convocation est faite. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une procédure de levée de l'immunité d'un parlementaire, ce qui est tout à fait normal et découle des dispositions de l'article 71 de la procédure pénale de notre pays. Qu'il y aille. Il n'est pas seul à être concerné. Il y a des pans entiers de notre pays qui pensent à lui, qui le soutiennent, qui ont besoin qu'il aille défendre son honneur. De l'autre côté, en principe, dans le principe et a priori, nous sommes dans l'obligation d'également de rendre justice à l'accusatrice jusqu'à ce que la justice nous dise qu'elle est coupable. Si elle est coupable, que la justice prenne les décisions de sanctions qui s'imposent. Si elle a été manipulée, il faudra à ce moment débusquer tous ceux qui sont derrière l'affaire pour entacher un député de notre pays. Voilà ce que je veux dire pour le moment. J'ai revenu sur un aspect du problème. C'est pratiquement, on a l'impression que dans cette affaire, que Adji Sarr, la fille, elle est oubliée. Quand on lit les réseaux sociaux, on a l'impression que les Sénégalais même sont pour ces actions contre les femmes. C'est assez glaçant pour des pères de famille que nous sommes. C'est inquiétant, mais explicable aussi. C'est très inquiétant parce que l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, met au devant de la scène chacun d'entre nous. Et malheureusement également nous met en mal avec nos plus proches. Parce qu'aujourd'hui, les débats ne sont pas dépassionnés. De sorte que quand vous dites une chose, on cherche toujours donc si vous êtes pour ou contre. Aujourd'hui, on ne recherche plus la vérité. De sorte que... il faut la dire, quelle qu'elle soit. Si les gens ne sont pas contents, ça doit faire. La vérité, on la dira. Donc je pense que dans l'invitation même, j'avais décliné, mais vous avez su utiliser des arguments, justement. Vous avez su utiliser les arguments qui m'ont obligé à venir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays clivé. Vous êtes pour ou bien contre. Alors que ce n'est pas ça, au fond, l'important. Je pense qu'il y a des analyses qu'il faut faire. Il faut une démarche intellectuelle, il faut une démarche scientifique, qui est la démarche aussi du croyant. Que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, la vérité, elle prime. Et c'est en ce sens qu'il faut toujours revenir au fond de l'affaire. C'est une affaire entre deux personnes. Quel que soit maintenant le caractère ordinaire ou bien extraordinaire de l'une des deux parties. Mais ce qui est important, c'est que si, par exemple, cette affaire est passée à perte et profit, cela veut dire que aujourd'hui, si j'ai un problème avec quelqu'un d'autre, donc s'il a plus d'appui que moi, donc on risque également d'en passer par là. C'est la solidité de nos institutions qui est mise à l'épreuve. Jusqu'à présent, effectivement, nous tenons pour acquis que nos institutions sont très solides. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'État, peut-être, peuvent s'amuser avec l'État. De sorte que, quelquefois, il y a des comportements, lorsqu'on les fait, on croit que rien ne va se passer, alors que, au fond, c'est parce que l'État se dit que ce n'est pas la peine encore de réagir. De sorte que, si, par exemple, chacun d'entre nous également ne s'investit pas dans cette affaire de la manière qu'il faut, soit en parlant avec ses proches, en conscientisant de proche en proche ceux avec qui il est, en remettant en fait le débat au centre, comme vous le faites aujourd'hui, je pense que là, on ne s'en sortira pas. Et ce que je pense également par rapport à cette tournure, compris les événements, c'est que
il faudrait repenser notre démocratie. Justement, Chérif a parlé tout à l'heure de choix des gens qui doivent animer l'administration sénégalaise, les partis politiques. Est-ce que les choix doivent être faits sur des critères de compétence ou la façon aujourd'hui dont on nomme les gens à des postes de responsabilité qui sont des politiques ou des politiciens et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ne sont pas compétents dans la gestion de la cité. Est-ce que c'est pas ça qui crée aujourd'hui ce sentiment aujourd'hui que les médiocres ont pris le pouvoir? Mais justement, quand je dis repenser notre démocratie, on est déjà dans une perspective de 60 ans après les indépendances. Si par exemple ces débats-là sont toujours à l'ordre du jour, c'est parce qu'au fond, il y a problème. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une chose, c'est que quand même, il y a quand même anguille sous roche. Et si on regarde notre appareil d'État, moi, l'analyse que j'en fais en tant qu'intellectuel, c'est qu'il y a des gens engagés, il y a des gens sérieux qui tiennent le pays en général, que ça soit ici ou ailleurs. Il y a des gens qui sont sérieux, qui font le travail, donc qui font le job, qui font le boulot. Et ces gens-là, ils ne se soucient pas de savoir si il y a une récompense au bout, ou bien ils n'ont pas de perspective professionnelle donc, dans laquelle ils se projettent, autrement que celle d'avoir, en tout cas, cet espoir du devoir accompli. Mais il y a également une masse de gens qui est fait d'intrigants, qui quelquefois essaient également donc de s'aménager donc tous les avantages qu'il y a à tirer du système. Et tant qu'on rémunère, tant qu'on rétribue ce genre de comportement, on n'en sortira pas. C'est là où je dis que ceux qui sont au devant de la scène, qui eux, soit exercent le pouvoir ou bien veulent l'exercer, doivent avoir ce consensus minimum sur l'essentiel. Parler des vrais problèmes de ce pays. Ne pas se disperser, mais également en parler de façon élégante. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez le monopole de la violence, cette violence qui est légale, usez-en à tempérament. Vous êtes également dans l'opposition, vous vous dites, parce que ça également c'est vous qui vous autoproclamez légitime. Là également, si vous ne connaissez pas la puissance de l'État, donc elle va s'exercer sur vous. De sorte qu'il faut qu'on en revienne aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est, on le verra plus loin, en tout cas dans l'autre partie de l'émission, ce qu'ont fait les pays asiatiques. Responsabiliser les gens compétents, sanctionner lorsqu'il le faut, se focaliser sur les résultats. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans la sphère publique, malheureusement, c'est pas toujours qu'on est axé sur les résultats. Vous nommez quelqu'un, je parle de nos pays en général, vous nommez quelqu'un, vous le laissez faire durant un certain nombre d'années, il vous fait des comptes rendus où réellement vous n'avez rien de concret, et pourtant, il est là, il continue à exercer. Alors que, au fond, lorsqu'on se focalise sur ce qu'il aurait pu apporter, donc, et là, si on interroge beaucoup d'administrations dans ce pays, quelle qu'elle soit, il y a des résultats concrets qui, normalement, devraient être attendus au terme d'un certain nombre d'années, mais bien souvent, on ne voit pas grand-chose. Et c'est ce qui fait que quand on prend donc les instructions que l'on donne, c'est les mêmes qui reviennent en général. Et quand une instruction a tendance à revenir, ça veut dire qu'il y a problème. Ouais. Ça veut dire que celui qui doit s'en charger ne fait pas son travail. Donc, et je pense que là également, c'est le rôle des conseillers que d'attirer l'attention des décideurs par rapport à pour moi, c'est des résistances récurrentes aussi, donc qui sont là et qui doivent être sanctionnées justement. Je rappelle que vous suivez les temps qui reçoit aujourd'hui Dr Chérif Salifsi, qui est politiste et économiste, et aussi Omar Foutiou Ba, qui est aussi spécialiste de la bonne gouvernance. Chérif Salifsi, ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat. Cette façon de faire, de gérer le pays... Avant d'aller dans le deuxième, allez-y, Chérif. Compléter ce qui a été dit, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alassane, je voudrais compléter ce qui a été... En tout cas, réagir à ce qui a été dit avant d'aller dans le deuxième mot. Dans le commentaire, tu as dit que, disons, décrier un certain nombre de comportements, une incompétence, des incompétents qui nous gouvernent. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Si c'est le dispositif technique dans notre pays en général, je continue à croire qu'ils sont très compétents dans le domaine. Moi, si c'est maintenant les militaires, la classe politique, elle doit réfléchir. Nous également, nous devrions réfléchir et répondre essayer de trouver des réponses à une série de questions. Et la première, c'est est-ce que nous avons une classe politique
un gouvernement surtout, parce que le gouvernement, c'est le chef d'orchestre. Vraiment, est-ce qu'on a un gouvernement qui écoute le peuple? Le deuxième point, on pourrait soulever la question, est-ce que le gouvernement, par rapport à certaines accusations, ce ne sont pas les miennes, mais c'est des accusations qu'on entend partout, mais globalement, la classe politique, l'opposition reprend ces critiques, de même qu'une grande partie des sociétés civiles. Le gouvernement n'a pas de vision, ne comprend pas le monde, ne comprend pas les besoins. C'est un autre lieu de réflexion. Le troisième point aussi qui interpelle également le gouvernement et nous-mêmes, c'est s'il y a autant de défaillances, le gouvernement serait-il sur d'autres rationalités qui ne collent pas avec la préoccupation des populations? Moi, je crois qu'il faut trouver des réponses à tous ces gens-là. Ces gens-là sont intelligents, ils sont très qualifiés pour la plupart. En tout cas, moi, je ne me pense pas être meilleur que des techniciens, des économistes qui interviennent par-ci et par-là dans l'aide. La question, ce n'est pas un problème des techniciens, c'est des problèmes des politiques. Est-ce que le management de notre société est conforme à ce que veut notre société ou pas? Il faut répondre à ces questions. Est vrai ou faux, là, une grande partie de l'opinion donne une réponse négative à cette question. Le gouvernement alors doit se ressaisir, se recentrer, discuter mieux avec notre population, négocier avec elle les politiques et sortir de cette situation dans laquelle nous vivons depuis 30 ans, où globalement toute la politique de développement économique et social est réduite à la gestion de la contrainte budgétaire. Je crois que ce n'est pas possible. Il faut qu'on sorte de cette vision néolibérale et mettre en place véritablement des politiques économiques dures, telles que le président de la République l'a encore rappelé lui-même au cours du dernier Conseil des ministres. Il faut passer à l'action si c'est vraiment ce que le gouvernement veut. Ce n'est qu'en nous ancrant dans cette voie que nous pourrons, avec le dialogue avec les populations, essayer ou commencer en tout cas à trouver les réponses qu'attendent nos populations. La détermination par l'extérieur, mettant en permanence énormément de compétences de nos sociétés sur la touche, n'est pas acceptable. La politique doit être définie dans notre pays. On ne peut pas continuer à diriger un pays à partir de la feuille de route de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Quand bien même ces institutions, que je respecte énormément, nous appartiennent également. Mais Chérif est plein dedans dans le deuxième point de notre débat, par rapport à l'industrialisation dont on parle dans ce pays-là. Aujourd'hui, tous les paradigmes qu'il a mis en place, si ils ne sont pas respectés, est-ce qu'on peut parler d'industrialisation accrue du pays? En fait, je pense qu'il faut... si les préalables ne sont pas là. Oui, il faut lui rendre cette justice à Chérif Salifsi, donc de poser d'abord le problème de l'homo sénégalensis. Celui qui gouverne, celui qui est dans l'opposition, le citoyen. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il n'est pas sérieux? Je pense que le débat d'abord, c'est celui qui tient les manettes. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il s'inscrit dans une rationalité? Donc, est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui le guident ou pas? Je pense que ça, c'est important. Et quand je parlais, en fait... Parce que dans nos pays, on a des rationalités des fois cosmogoniques. Hein? Justement, oui, ça aussi, c'est des choses qui sont notées. Hein? Donc, quand tout à l'heure, je répondais à la question sur l'administration, c'est le point sur lequel, effectivement, donc je voulais... En disant qu'il y a des gens qui tiennent le pays. Et c'est les gens sérieux. Et il y en a. Maintenant, les préalables à l'industrialisation. Effectivement, lorsqu'on revoit ce qui s'est passé ailleurs, donc au niveau des pays asiatiques, les gouvernements ont été, donc au début et jusqu'à présent, donc ils ont été très fortement donc dans le soutien au privé. Ils ont défini des cadres donc sur lesquels, ou bien à travers lesquels le secteur privé pouvait se retrouver. Et je sais que quoi qu'en dise la Banque mondiale ou bien le FMI, ce consensus de Washington dont parle le professeur Si, ils ont à un moment donné en tout cas cherché les secteurs à haute productivité. Ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils ont des avantages comparatifs de long terme, orientés, donc même s'ils n'ont pas remplacé, ils ont orienté certains choix d'investissement, donc mis en place des incitations. Donc
ils ont essayé de voir dans quelle mesure ce qui aujourd'hui se retrouve dans ce que l'on fait. Hein. Donc, lorsqu'on parle d'entreprise France d'exportation, lorsqu'on parle de ce code des investissements, c'est des éléments qui sont basés sur les pays asiatiques. On essaie de voir dans quelle mesure promouvoir cette grande industrie, promouvoir les PME, PMI, selon les secteurs qui peuvent être intéressés. On essaie de voir dans quelle mesure le secteur manufacturier il peut être lui-même boosté. Donc, je pense que c'est des éléments sur lesquels nous avons des réussites et des échecs. Et si on se centre sur ces aspects-là, ces préalables qui peuvent favoriser l'industrialisation, aujourd'hui, à 60 ans après les indépendances, je pense qu'il y a déjà ce benchmark qu'on peut avoir. Donc, c'est des renseignements utiles par rapport à ce qui s'est fait. On a vu, par exemple, lorsqu'on prend certains pays africains ou bien d'Amérique latine, et là, je vais juste prendre l'exemple du Ghana ou bien de la Zambie, à un moment donné, on a cherché à avoir une production, en tout cas à se construire des entreprises de très grande taille de façon, en tout cas, accélérée dès les indépendances. Et malheureusement, cela a péché simplement par le défaut d'études préalables. Si je prends l'exemple du Ghana, par exemple, il y a une illustration connue sur une société de fabrique de chaussures, par exemple, qui importe les peaux à 300 km, qui va après les livrer dans un marché de 600 km. Donc, de sorte qu'il y a toujours ces études qui n'ont pas été suffisamment prises en compte. Et lorsque le cadre de ce point de vue-là n'est pas suffisamment balisé, donc vous avez beau avoir des idées généreuses, mais vous ne progressez pas. Lorsqu'on prend les pays asiatiques, par exemple, que ce soit le Japon, que ce soit, par exemple, Taïwan, c'est des redistributions de terres qui ont été opérées, de sorte que ce soit également Singapour, c'est des programmes de logement qui ont été faits, de sorte que les inégalités, au début, n'ont pas été ressenties par la population. Donc, les différentes couches ont su se retrouver autour d'un pays serein où maintenant l'objectif c'était le travail, c'était le développement, et donc ils se sont mis au développement. Donc, je pense que cela également nous ramène dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un climat à instaurer. Et ce climat-là va bannir les injustices. Climat de sérénité. Justement, va bannir également les écarts de richesse. Parce que autant vous avez d'écarts de richesse, autant vous avez des frustrations. Justement, des frustrations. Un pays qui n'est pas favorable à l'installation d'un bon environnement des affaires, à l'implantation du secteur privé. Et au final, les capitaux ne viennent pas. Il y a également des arbitrages à faire par rapport aux choix économiques. Est-ce que vous voulez réellement des investissements avec des capitaux lourds ou bien une production réellement qui est articulée sur des entreprises lourdes, ou bien est-ce que réellement vous, comme on le dit dans certains de nos documents, est-ce que vous cherchez plutôt le IMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les entreprises qui en tout cas ont une productivité plus importante en termes de capital humain. Donc, je pense que là également, en termes de main-d'œuvre, je pense que là également, c'est des aspects importants. Mais mieux encore, on a vu que beaucoup de pays ont misé sur ce capital humain que j'ai évoqué tout à l'heure. Par exemple, les pays asiatiques ont... L'Inde, entre autres. Le Taïwan, par exemple. Taïwan. Le Vietnam. Justement, a très tôt envoyé certaines de ces élites se faire former. Mais également, parallèlement, a mis en place des universités d'excellence qui ont permis d'asseoir cette compétence, cette connaissance au niveau des populations. L'Inde, c'est également aujourd'hui, c'est des investissements, le Japon en technologie, donc c'est les processeurs, c'est vraiment l'informatique. Donc c'est des secteurs à haut potentiel de rendement pour lesquels, par exemple, nous avons des avantages différentiels. Et au Sénégal, il y a déjà des préalables qui sont posés. Je pense que l'environnement des affaires, depuis quelques années en tout cas, on commence à travailler là-dessus. L'APIX le fait. Je pense que le BOSS également fait un excellent travail. Les institutions de conseil comme le BOM également peuvent être sollicitées par rapport à telle ou telle intervention parce que c'est important d'asseoir, comme je l'ai dit, ces études préalables. Il y a également, de ce point de vue-là, je pense au-delà de l'environnement des affaires, ce qu'on disait tout à l'heure, à renforcer les approches institutionnelles, de sorte que, quel que soit le pouvoir qui vient, qu'on ait des choses intemporelles, solides. Justement solides. Je pense que l'investisseur, il a plus besoin de cela
qu'autre d'autres choses. C'est-à-dire que les institutions soient reconnues, soient bienveillantes et que la justice elle-même, elle soit équidistante. Et ça nous ramène encore à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est la vision que l'on a de l'exercice de la justice également qui peut poser problème. C'est une chaîne en fait. C'est une chaîne justement. Donc ça veut dire que au fond, pour pouvoir avoir ces préalables-là, il faut réellement toujours remettre en avant nos rapports. Et les rapports dans un pays démocratique sont assis sur l'esprit républicain, sont assis sur une gouvernance juste, donc sur une reconnaissance également d'acteurs, parce que c'est important que ceux qui sont en face, ils reconnaissent donc ce que vous êtes et ce que vous faites. Là également, c'est l'exemplarité qui vous le donne. Et là, je m'avais convoqué un mot de Tchétchil qui disait que l'exemplarité n'est pas la meilleure des politiques, mais elle est la seule. Donc c'est important pour pouvoir asseoir cette industrialisation-là pour les décideurs, donc de pouvoir mettre en avant cette exemplarité et de restaurer ces consensus même par rapport à d'autres acteurs, puisqu'on est dans le champ de l'industrialisation, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile qui aujourd'hui est très compétente dans beaucoup de domaines, parce que quoi que l'on dise, c'est des gens qui, au fil du temps, se sont formés, sont devenus incontournables et sont meilleurs que beaucoup de ceux qui sont, en tout cas, qui parlent en général. Et je reviens à l'administration sénégalaise qui est connue comme ayant une tradition d'excellence. Donc, quand on juge l'administration dans sa globalité, que l'on parte des nouvelles politiques industrialisées, de la nouvelle politique industrielle de 86, ou bien des plans de redéploiement industriel consécutifs à l'ajustement structurel, c'est des solutions endogènes qui ont été proposées et qui aujourd'hui, en tout cas, structurent tout ce qui se fait. Donc, ça veut dire que c'est l'esprit que l'on avait, c'est une planification rigoureuse, en tout cas une prospective, donc je veux dire, par rapport à l'action de développement qu'on a assis dans le secteur industriel, qui aujourd'hui encore irrigue tout ce qui est en train d'être fait. Et ça, c'est aussi le mérite de l'administration que de voir donc cette mémoire. Ouais. Chérif Salifsi, on entend souvent dans le Conseil des ministres, ça devient pratiquement récurrent. Le président redemande, réaffirme, redit, réoriente, industrialisation. On a l'impression que c'est les mots qui reviennent souvent et que l'action sur le terrain n'est pas faite. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que pendant quasiment près de 30 ans, on nous a interdit d'employer le vocable même d'industrialisation. Et je vous rappelle que c'est en 2011, le collectif, le congrès des économistes africains sur le continent et dans la diaspora, ils se sont battus pour qu'on réintègre dans les politiques publiques la planification. Les gouvernements sont sortis, les institutions internationales se sont précipitées pour récupérer cette idée. Tant pis, c'est pas un problème. De toutes les façons, on a fait un pas vers la planification au niveau des pays, que l'on appelle les démarches, la politique mise en œuvre, émergence ou autre, c'est un pas. Mais il faut être conséquent. Je crois qu'il faut être conséquent. Il faut sortir d'abord, de l'émotion, de cette culture de diplômés qu'on nous balance tout le temps, qu'on parle en termes de capacité, de compétences et surtout de tenir compte des besoins exprimés par une population. Lorsque une population exprime des besoins, il faut apprendre à y apporter les réponses les mieux adaptées. C'est ce que le gouvernement est en train d'essayer de faire, mais insuffisamment. Que le président de la République rappelle qu'on en revienne à l'industrialisation, c'est d'abord en termes de démarche, en termes de réflexion, revenir sur la notion de développement. Quel développement nous voulons? Vous définissez, c'est le développement, c'est la définition du développement. Moi, je dirais que c'est un espace où on crée de la richesse et de façon cumulative en tenant compte des générations futures, mais toute politique de développement commence par les changements sociaux et mentaux. C'est la définition la plus partagée. Et au bout de la stratégie, ce qu'on vise, c'est que les gens puissent vivre de façon épanouie et digne dans leur société. C'est une stratégie d'industrialisation. Contrairement à ce que les gens disent, le gouvernement n'a pas de vision. Non, quand on décline ce qu'on veut, on indique la direction, on précise des étapes,
on met en place un observatoire synthétique pour le faire. On est dans un processus d'industrialisation, mais on a l'impression, quand vous regardez le PSE, ou en tout cas les stratégies autour du PSE, que la stratégie d'industrialisation que veut le président se limite à Dakar et à Thiès. Non, une politique d'industrialisation commence par d'abord l'unité territoriale. Il faut rendre justice à tous les territoires et à toutes les localités de notre pays. Par ailleurs, une fois que la démarche se fonde, que nous l'acceptons, que nous l'assumions sur les changements sociaux et mentaux, en ce moment, on attaque le problème de la croissance, mais le pilier, et je tiens à le préciser, le pilier de l'industrialisation, ce n'est pas l'ouverture des manufactures. Industrialiser, ce n'est pas ouvrir des usines. Industrialiser, c'est opérer d'abord une révolution totale au niveau de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique et des innovations sociales. C'est ça l'industrialisation. Ensuite, répondre aux préoccupations du peuple, c'est prendre en compte de ces exigences exprimées de la maîtrise des conditions de l'accumulation. La société civile, comme tous les autres, c'est ce qu'il revendique, une maîtrise sur les ressources naturelles. C'est ça le préalable, le point de départ de la maîtrise des conditions de l'accumulation. Si vous ne commencez pas par la maîtrise des conditions de l'accumulation, il n'y aura pas d'industrialisation. C'est clair. Maîtriser ses ressources naturelles, maîtriser sa production, maîtriser ses marchés, maîtriser la reproduction de la force de travail, maîtriser son système de maintenance dans son environnement et surtout maîtriser la centralisation de tous les surplus dégagés dans les activités productives dans le pays. Maîtriser localement les technologies et maîtriser les systèmes bancaires. Tout est extraverti chez nous. Les enjeux fondamentalement semblent être des enjeux pour ceux qui veulent venir prendre et s'en aller. Il faut une réorientation de notre économie. Mais repenser tout cela, arrêter, limiter, sans rompre avec le reste du monde, limiter cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça la politique d'industrialisation. Encore une fois, je le résume, le peuple exprime des besoins. Nous avons un peuple vigilant qui l'a montré à plusieurs fois, qui a l'habitude de s'exprimer, qui a dit ce qu'il voulait et dans quelle direction il fallait aller. C'est dans ces termes qu'il a élu. Il faut que ceux qui gouvernent se ressaisissent pour revenir à une démarche qui corresponde tant soit peu à ce que notre population veut. À ce moment-là, on dépasse, je l'ai dit au début, la culture du diplôme, mais privilégier l'expertise avérée, l'expertise certifiée. Oui. Aller aussi dans une direction pour des pays comme le nôtre, valoriser les expériences acquises. Valoriser les expériences acquises, c'est aussi un moyen de sortir du diplômé, celui qui est bradé de doctorat, etc. Non, un savoir se crée dans tous les coins et nos recoins dans nos sociétés. Ces savoirs méritent d'être pris en charge, intégrés dans toute stratégie, à commencer par toutes les stratégies indépendantes, je dis, de réflexion stratégique que nous, Sénégalais, de mener, que nous menons de façon permanente. Voilà en tout cas, brièvement résumé, les contours d'une politique d'industrialisation nationale qu'on peut espérer pouvoir, en tout cas, nous aider au mieux de parachever, en tout cas, ce que nous voulons pour notre nation. Omar, le Sénégal a un avantage. Oui. Il a des institutions démocratiques. Il a un climat d'affaires de plus en plus incitatif. Il a une dotation en ressources agricoles et minières. Sa position est stratégique. Sa jeunesse est de mieux en mieux formée, de mieux en mieux qualifiée. Le cadre macroéconomique est assez assaini. Le réseau d'infrastructures et de transport n'est pas satisfaisant à l'échelle de notre pays. Il n'est satisfaisant qu'entre Dakar et Thiès. Il faut rompre avec tout ça, retourner notre tête depuis Dakar et regarder tout le sud du pays pour une transformation structurelle qui permet l'émancipation aussi bien des forces productives, des forces sociales pour la compétitivité
du territoire et de toutes les parties prenantes sur le sol sénégalais. Oui. Oumar, est-ce que le développement industriel se fonde sur la transformation des ressources? Le gouvernement peut être crédible s'il peut dire comment s'y prendre. En tout cas, je pense que l'idée de transformation structurelle de la croissance, donc articulée au secteur industriel, comme l'a dit ici, doit d'abord se baser sur une transformation sociale. C'est important. Maintenant, le gouvernement il définit des conditions cadres. Il peut avoir une stratégie, donc en dépit de tout ce qu'on peut dire, parce qu'il y a eu plusieurs chemins. Et les chemins que l'on déconseille ne sont pas les chemins qui ont échoué. Donc le gouvernement peut avoir cette stratégie, quelquefois de mettre la main à la pâte, donc avec, tout en sachant qu'un gouvernement, bien souvent, lorsqu'il a des structures qu'il contrôle de bout en bout, donc n'a pas de rationalité puisque il y a toujours des influences politiques qui peuvent jouer. Donc c'est pourquoi donc, les phénomènes de groupement donc, sont importants. Groupement dans les entreprises, mais également donc, simplement des sociétés d'économie mixte qui donc, vont, je pense, eux-mêmes donc, être des moyens pour le gouvernement d'avoir en tout cas des prises, en tout cas un certain contrôle sur l'économie, sur la stratégie d'industrialisation. Je pense également que ce qui est important, c'est que ces conditions cadres puissent donc être incitatives au niveau même des éléments liés aux recherches, à la recherche et au développement. Je pense qu'il y a des coûts qui sont lourds pour les entreprises qui aujourd'hui demandent que le gouvernement s'investisse dans les institutions de recherche, donc s'investisse également sur certains aspects et dans certains secteurs sur des financements de la recherche. Je pense que ça également c'est important. Maintenant, l'autre aspect également, c'est cette conscience nationale qui rejoint l'idée de transformation sociale, donc qui fait que de la même manière que le Japon a incité ses populations à épargner, que nous réduisions les inégalités, que nous puissions faire de chaque Sénégalais également donc quelqu'un qui participe à ce développement industriel en prenant des parts, mais également en s'exprimant et en étant écouté. Donc, en étant entendu. Ouais, malheureusement, le temps que nous est imparti est terminé. Chérif Salif-Si, je vous remercie infiniment, docteur Chérif Salif-Si, économiste et politiste. Je remercie aussi Cheikh Omar Foutiou Tal, qui est aussi spécialiste de la bonne gouvernance et aussi développementaliste. Merci à Biran Sissi et à Serine Salou Sissi. Je ne suis pas au ministère de la bonne gouvernance. Non, je n'ai pas dit spécial de la bonne gouvernance. Je remercie Serine Salou Dem et Biran Sissi d'avoir assuré la partie technique de cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur l'Air du Temps. Bon dimanche à tous. iRadio, la première région Vision du Sénégal. Merci. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio Vision du Sénégal.